Tiens, et puisqu'on parle d'Israël, on s'étonne de la présence, le 5 octobre dernier, d'une autre éditorialiste vedette de France Télé, Nathalie Saint-Cric, à un événement du CRIF, où elle a animé une table ronde avec Raphaël Enthoven. On la découvre tutoyant Enthoven, qu'elle appelle son ami, tout en rappelant son soutien personnel à Israël, quelques minutes avant que ne vienne sur scène Joshua Zarka, l'ambassadeur de l'État génocidaire israélien. Nathalie Saint-Cric, on la retrouve 2 jours plus tard sur France Info TV en train d'interviewer sur Gaza Raphaël Enthoven, l'ami de la famille. Enthoven, on l'avait vu aussi sur BFM en train de répondre à Benjamin Duhamel, le fils de Nathalie, l'ami de Raphaël, tous les deux s'accordant sur le fait qu'il n'y avait ni génocide à Gaza, ni apartheid envers les Palestiniens. Puis, Benjamin Duhamel a été recruté par France Inter, où il réalise le 17 septembre dernier une interview sans contradiction de Joshua Zarka, l'ambassadeur de l'État voyou israélien. Émeric Caron était à l'Assemblée nationale afin de dénoncer le cirque médiatique autour de Gaza. Et là, il a tout explosé. Saint-Cric, Enthoven, Duhamel, tous liés, tous complices, tous dans la même boucle. Caron a balancé ce que personne n'ose dire. La connivence médiatique, c'est le vrai scandale. Comme vous allez le voir, il va les pulvériser en direct. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Avant toute chose, j'aimerais réaffirmer l'attachement viscéral que je porte, comme l'ensemble de mon groupe, au service public de l'audiovisuel. France Télévisions, Radio France, France Média Monde, TV5 Monde, mais aussi l'INA et Arte remplissent une mission d'intérêt général, puisqu'elles sont des instruments indispensables de notre démocratie en raison de leur mission d'information pluraliste, indépendante, accessible à toutes et à tous, mais aussi en raison de leur mission d'éducation et de divertissement de qualité. Tout ce qui peut affaiblir notre audiovisuel public est donc une menace pour notre démocratie. Spécialement en ce moment de bascule où les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle produisent des contenus de plus en plus problématiques, voire dangereux, lorsqu'ils se mettent au service de la désinformation et de la propagande. Ça me semble important d'exprimer ce soutien indéfectible au moment où notre audiovisuel est attaqué par un camp politique qui rêve de sa privatisation pour en faire des médias d'opinion. Et oui, monsieur Odoul, je pense à vous. Pour en faire des médias d'opinion à sa botte, puisque CNews et Europe 1 ne lui suffisent pas. C'est un soutien pour les 17 000 salariés de cet audiovisuel public qui font un travail formidable dans des conditions toujours plus difficiles, dans un contexte de réduction budgétaire et de mutation des métiers liés au numérique. C'est précisément parce qu'on défend l'existence d'un audiovisuel public puissant qu'on est obligé d'en pointer les dysfonctionnements actuels, particulièrement inquiétants. Car l'indépendance, qui est la condition indispensable de sa réussite, n'est pas assurée. Pour qui roule l'audiovisuel public? Alors c'est une question qui n'est pas nouvelle, mais qu'on devrait plus se poser aujourd'hui en 2025. D'ailleurs, on ne se la pose pas vraiment, la question, puisqu'il se dégage une musique politique sur ces différentes antennes qui ne laisse pas vraiment beaucoup de place au doute. Le pluralisme de France Télé et de Radio France est un pluralisme Canada Dry. Ça ressemble à du pluralisme, ça sonne comme du pluralisme, mais ça n'est pas du pluralisme. Il y a dans le traitement de l'information des partis pris, des biais, qui empêchent les citoyens d'avoir accès à la présentation la plus exhaustive et la plus impartiale des événements et des idées. Ces biais, ces partis pris, trompeurs, déformants, se diffusent par le choix des sujets, des animateurs, des chroniqueurs, des éditorialistes et des invités. Ces biais, ces partis pris ont 2 conséquences graves. Ils privent les citoyennes et les citoyens d'une matière indispensable à l'exercice de leurs droits. Et ils alimentent une défiance de plus en plus grande à l'égard des médias publics. Et il y a des événements particuliers qui creusent la défiance. Il y a bien sûr l'affaire Cohen-Legrand, qui a dévoilé des liens de connivence entre 2 éditorialistes vedettes et le Parti socialiste ou place publique. Tout ça est un peu vague. Il y a le fait qu'à la rentrée, France Télévisions a placé à la présentation du plus grand journal du service public une journaliste qui, aussi talentueuse soit-elle, se trouve être la compagne d'un futur candidat à la présidentielle qui est lui-même déjà en campagne. De fait, cette journaliste interviewe dès à présent les adversaires de ce compagnon candidat et la logique de l'information voudrait qu'elle interviewe prochainement aussi ce candidat presque officiel, à moins qu'elle ne s'en empêche, précisément en raison de leur situation personnelle, ce qui est également une interférence qui trouble le bon fonctionnement de l'information. Il y a le fait que sur Radio France, des émissions d'enquête sont rabotées, que les voix les plus critiques des dangers de la société néolibérale sont écartées depuis des années, que des humoristes trop critiques d'Israël sont congédiés. Tiens, et puisqu'on parle d'Israël, on s'étonne de la présence, le 5 octobre dernier, d'une autre éditorialiste vedette de France Télé, Nathalie Saint-Cric, à un événement du CRIF, où elle a animé une table ronde avec Raphaël Enthoven. On la découvre tutoyant Enthoven, qu'elle appelle son ami, tout en rappelant son soutien personnel à Israël, quelques minutes avant que ne vienne sur scène Joshua Zarka, l'ambassadeur de l'État génocidaire israélien. Nathalie Saint-Cric, on la retrouve 2 jours plus tard sur France Info TV en train d'interviewer sur Gaza
Raphaël Enthoven, l'ami de la famille. Enthoven, on l'avait vu aussi sur BFM en train de répondre à Benjamin Duhamel, le fils de Nathalie, l'ami de Raphaël, tous les deux s'accordant sur le fait qu'il n'y avait ni génocide à Gaza, ni apartheid envers les Palestiniens. Puis, Benjamin Duhamel a été recruté par France Inter, où il réalise le 17 septembre dernier une interview sans contradiction de Joshua Zarka, l'ambassadeur de l'État voyou israélien, lequel sera sur scène quelques jours plus tard avec la mère de Benjamin. Sur cette même scène, Zarka sera présenté par l'animateur Arthur, qui avait à son tour été l'invité de Benjamin Duhamel sur France Inter, le 30 septembre. Et alors, on comprend mieux pourquoi France Télévisions et Radio France ont eu, pendant presque 2 ans, le génocide des Palestiniens à Gaza. Pourquoi elles l'ont d'abord invisibilisé, puis nié, puis finalement l'ont minimisé, refusant de rendre compte objectivement des rapports de l'ONU, des ONG, des instances de justice internationale, refusant d'accorder la même attention aux victimes palestiniennes et aux victimes israéliennes. Depuis 2 ans et jusqu'à aujourd'hui, la voix de l'État voyou d'Israël a été vigoureusement portée sur le service public de l'audiovisuel, tandis que celle des enfants palestiniens a été délibérément étouffée. C'est une faillite pour France Télévisions et Radio France. La question qui se pose ici, qui est fondamentale, cruciale, c'est celle de l'indépendance, de l'impartialité, de l'objectivité du service public, au moins en ce qui concerne les domaines de l'information et de l'éducation. Or, cette indépendance, cette impartialité, cette objectivité sont mises à mal par 2 phénomènes. D'une part, le fonctionnement de l'Arcom, qui nomme les présidents de l'audiovisuel et qui est dépendant du pouvoir politique, lui-même actuellement dépendant du pouvoir économique. D'autre part, l'autre phénomène problématique en ce qui concerne France Télé, qui représente presque 2/3 du budget de l'audiovisuel public, c'est l'externalisation des émissions de flux vers des groupes de production de plus en plus puissants. Concrètement, toutes les émissions phares de France Télé sont produites en externe, prioritairement par quelques grands groupes, parmi lesquels Media One et Banijé. Media One produit C'est à vous, C'est l'hebdo, C'est dans l'air, C'est-à-dire, c'est déjà beaucoup. Ça, c'est pas le titre d'une émission, c'est un constat. Media One produit aussi Ça commence aujourd'hui et d'autres grandes émissions. Quant à Banijé, merci, c'est gentil, j'apprécie. Quant à Banijé, ce sont toutes les émissions de Nagui et c'est un groupe détenu en grande partie par Bolloré. Cette externalisation pose de nombreux problèmes. D'abord, ça crée des dépenses inutiles pour France Télé, qui paye des marges confortables aux producteurs et qui n'a pas le contrôle sur les salaires des animateurs et des chroniqueurs sur lesquels règne la plus grande opacité. Dans le cadre de ce rapport, j'ai demandé à France Télé combien étaient payés leurs animateurs vedettes qui sont eux-mêmes producteurs. J'ai pas eu de réponse. France Télé a dit qu'elle n'avait pas les moyens de le savoir puisque France Télé ne paie pas directement ces personnalités. D'ailleurs, même sur les salaires des journalistes qui présentent le JT, qui sont eux payés directement par France Télé, on a eu beaucoup de mal aussi à avoir des éléments de réponse et on a compris que le sujet est très délicat, ce qui interroge puisqu'on prône en la matière la plus grande transparence. Le fait que France Télé délègue la production de ses programmes les plus emblématiques à des sociétés extérieures a une incidence négative sur le contenu des programmes, mais aussi sur les conditions sociales des salariés qui travaillent pour les boîtes de production. En ce qui concerne le contenu, il y a la question de l'actionnariat. Le groupe Media One, par exemple, est détenu à plus de 50% par un fonds de pension américain. Est-ce que dès lors, ce que produit Media One, ce sont vraiment des œuvres européennes? Est-ce qu'on peut accepter que des fonds publics entretiennent les bénéfices d'un fonds de pension? Le but de ces sociétés de production est de faire du bénéfice. Et cette recherche de bénéfice par des sociétés privées est contradictoire avec les impératifs et les missions du service public. J'ai d'ailleurs été alerté sur de potentielles infractions du droit du travail dont seraient victimes des intermittents du spectacle qui travaillent sur les plateaux de C'est dans l'air et C'est à vous. L'affaire a été portée au Conseil des prud'hommes de Paris. Cette externalisation pose aussi un énorme problème éditorial, puisque dans ces émissions, les rédacteurs en chef, les animateurs ou encore les chroniqueurs ne dépendent pas directement de la rédaction de France Télé. Ils sont sous l'autorité directe des dirigeants de ces boîtes de prod qui sont des entrepreneurs qui défendent leurs propres intérêts et non pas celui du service public, qui plus est en cultivant des amitiés politiques. Alors, je recommande 5 choses pour améliorer le bon fonctionnement du service public. 1. Une refonte totale de l'Arcom. 2. Une réinternalisation des programmes de flux les plus emblématiques de France Télé. 3. En attendant que cette réinternalisation intervienne, nous recommandons que les journalistes, animateurs, chroniqueurs qui portent l'image de France Télé à l'antenne soient directement salariés par France Télé et que les salaires ne soient pas aussi excessifs que ceux du privé. 4. Toujours en attendant cette réinternalisation, je recommande que tous les contenus liés à l'info soient placés sous l'autorité directe de la rédaction de France Télévisions. 5. Enfin, toujours dans les mesures à prendre immédiatement,
On ne peut pas accepter qu'un seul éditorialiste par programme propose son point de vue dans les émissions phares du service public. Je souhaite que tous les points de vue politiques soient représentés par les éditorialistes des émissions de France Télé et de Radio France, et de manière équilibrée. Et maintenant, je voudrais quand même vous dire un petit mot sur le budget lui-même. Évidemment, il n'est pas satisfaisant, puisque toutes les antennes vont subir une diminution de leurs ressources. Les promesses des années précédentes ne sont pas tenues. Vous demandez aux acteurs de l'audiovisuel de remplir des missions avec des moyens très nettement insuffisants, avec une inquiétude particulière cette année pour les programmes patrimoniaux de France Télé, inquiétude pour les producteurs indépendants, puisque le coût de rabot est à 60 millions d'euros. Donc pour résumer, l'audiovisuel public est face à un risque d'asphyxie budgétaire orchestré par l'actuel gouvernement. Je suis donc obligé d'émettre un avis défavorable sur ce budget qui nous est proposé. Je vous remercie.